Dans la mythologie hindoue, il fut créé par les ondulations des Nagas, ces serpents qui gardent le monde souterrain. Les Chinois, eux, l'appellent le fleuve turbulent, les Vietnamiens le nomment rivière aux 9 dragons, et pour les Thaïs, c'est la mer des fleuves, ce qui se dit Maekong en thaï. Eh bien, effectivement, c'est du Mékong dont je vais vous parler aujourd'hui, car ce fleuve concerne un grand nombre de pays et fait vivre des dizaines de millions de personnes. Le Mékong est en Asie du Sud-Est, et durant sa course, le fleuve traverse 6 États, la Chine, la Birmanie, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam. C'est important à retenir car cela induit des relations de dépendance et parfois des tensions politiques entre les États en amont et les États en aval du fleuve. Au total, le Mékong parcourt 4 900 km. Il naît dans le plateau tibétain à 5 200 mètres d'altitude et trace ensuite son lit dans le Yunnan au travers d'étroites gorges. Puis il passe dans le Triangle d'Or, région qui fait frontière avec la Birmanie, la Thaïlande, le Laos, puis enfin au Laos où il s'élargit, recevant alors l'eau de nombreux affluents. Et lors de son passage dans la plaine cambodgienne, le fleuve a déjà réuni 95% de son débit. Enfin, le Mékong termine sa course au Vietnam pour se jeter en mer de Chine. En fait, le fleuve se divise en deux grands bassins, le Haut Mékong et le Bas Mékong. Allons voir la région du Haut Mékong car la Chine cherche à exploiter au maximum le potentiel du fleuve. La portion chinoise du Mékong représente 2130 km, soit près de la moitié de la longueur totale du fleuve. Vous voyez là la principale portion navigable sur le territoire chinois. Elle est assez limitée en comparaison de la longueur totale de la portion chinoise, et la Chine voudrait ouvrir le fleuve à un trafic plus important depuis le sud de la Chine jusqu'au Laos, tant pour le commerce que pour le tourisme. Pour cela, Pékin a entrepris le dragage du fleuve et la destruction de récifs et d'îlots, notamment sur la portion en orange sur la carte. Mais en fait, le résultat s'avère décevant, car le fleuve est sinueux et devient de plus en plus étroit, ce qui compromet l'usage du fleuve comme axe de pénétration de la Chine vers la péninsule indo-chinoise. La Chine mise aussi sur un autre moyen pour exploiter le Mékong, les barrages. Voici les barrages existants en Chine en 2013 et ceux qui sont en construction ou en planification à cette même date. Et une fois achevés, tous ces barrages devraient permettre à la Chine d'accéder à une puissance hydroélectrique considérable. Mais toutes ces constructions ont des conséquences sur les populations. Premièrement, plus de 100 000 personnes ont été déplacées de force lors de la construction de ces barrages, principalement des minorités ethniques. À titre d'exemple, le barrage de Xiaowan a entraîné le déplacement de 40 000 personnes. Deuxièmement, les autorités chinoises peuvent procéder à des lâchages d'eau de rétention en période sèche, entraînant des inondations destructrices, comme celles qui ont ravagé fin 2013 certaines provinces du nord du Laos et de la Thaïlande. Donc on mesure ce qui peut générer des tensions du fait de certaines des politiques chinoises. Maintenant, arrêtons-nous à la hauteur du Triangle d'Or, à la frontière entre la Birmanie, le Laos, la Thaïlande, où la navigation sur le fleuve est soumise à des aléas politiques. Dans cette région qui fait frontière entre trois États, la navigation est réputée dangereuse du fait de l'existence d'un intense trafic de drogue. De même, elle est également perturbée par les affrontements militaires qui ont lieu dans l'État Shan entre l'armée birmane et une partie de l'ethnie Kokang. Et tous ces facteurs rendent cette portion du Mékong dangereuse et compromettent le potentiel du fleuve comme autoroute fluviale. Allons voir maintenant du côté du Laos. Voici les barrages existants au Laos en 2013. Ils ont été construits sur un affluent du Mékong. Et voici ceux qui sont en construction ou en planification. Les travaux sur le premier d'entre eux, le barrage de Sayaburi, ont commencé en 2013. Car l'objectif de Vientiane est de transformer le pays en une sorte de batterie électrique de la région grâce à la production et l'exportation de l'électricité vers les divers voisins de l'ASEAN et particulièrement la Thaïlande. Mais pour plusieurs ONG, comme WWF,
Cette politique aura des conséquences environnementales majeures, comme la disparition de certaines espèces de poissons. Passons maintenant au niveau du Cambodge. Dans ce pays, on peut observer l'une des caractéristiques du Mékong, la variabilité du débit. Car au moins 80% des ressources hydriques du fleuve, sur tout son trajet, sont fournies durant la mousson de mai à septembre. Alors quelles en sont les conséquences? Si on regarde le trajet du Mékong au Cambodge, on voit que le fleuve alimente le lac du Tonlé Sap avant d'entrer dans la capitale cambodgienne, Phnom Penh. Le Tonlé Sap est le plus vaste bassin d'eau douce de l'Asie du Sud-Est et il fonctionne un peu comme un réservoir. Lorsque la mousson fait sortir le Mékong de son lit, il recueille le trop-plein des eaux et le lac va jusqu'à quintupler de volume. Et en saison sèche, en sens inverse, le lac se vide à son tour dans le Mékong. C'est d'ailleurs ce phénomène d'inversion hydrologique formé par le Mékong et le Tonlé Sap qui a favorisé le développement de la civilisation hydraulique d'Angkor sous l'Empire Khmer. Donc allons voir le site d'Angkor de plus près. Cette abondance en eau avait permis la construction de 2 réservoirs de part et d'autre de la ville d'Angkor, les Barai, occidentales et orientales. Ce mécanisme naturel, très bien mis à profit, avait permis l'abondance du riz, donc la richesse. La ville d'Angkor, centre de cette civilisation hydraulique, approchait le million d'habitants pendant l'apogée de l'Empire Khmer au XIIe-XIIIe siècle. Le Tonlé Sap est toujours aujourd'hui un grand bassin risicole, et en plus de la riziculture, il abrite également des zones de pêche. 2 tiers des poissons du Mékong naissent dans le lac, qui est souvent vu comme la mer nourricière du pays. Maintenant, si nous poursuivons notre route, on parvient au delta, dans le sud-Vietnam, là où le Mékong se jette en mer de Chine méridionale. Cette zone du delta a une importance majeure pour le Vietnam. Elle concentre 25% du PIB du pays, produit plus de la moitié de la récolte nationale de riz, elle abrite près de 20 millions de personnes et c'est d'ailleurs l'une des régions les plus denses du pays. Or, cette importance humaine et économique masque de très nombreuses fragilités, notamment les répercussions à venir des dérèglements climatiques qui vont être majeurs dans cette région. Vous voyez sur cette carte les zones qui pourraient être inondées en cas d'élévation du niveau de la mer de plus ou moins 2 mètres. Ho Chi Minh Ville et son agglomération, avec ses 9 millions d'habitants, apparaît ainsi particulièrement vulnérable car très soumise au risque d'inondation. Voilà, après avoir fait un tour de plusieurs pays riverains du Mékong, on constate que la plupart de ces États cherchent à exploiter au mieux le potentiel du fleuve, mais souvent au détriment des États voisins et surtout au détriment de leur population et de leur environnement. Or, ces pays vont devoir faire face à une problématique commune, celle de la conservation des ressources du Mékong. Voici la région du Grand Mékong. Elle rassemble les 2 provinces chinoises du Yunnan et du Guangxi, ainsi que les pays traversés par le fleuve. Eh bien, c'est la première zone de pêche en eau intérieure au monde, allant jusqu'à 25% des captures mondiales en eau douce. Le Mékong est aussi le 2e réservoir fluvial de biodiversité de la planète, après l'Amazone, avec plus de 1300 espèces de poissons, dont 800 endémiques. Regardez ces timbres qui viennent du Laos. Or, la construction de ces grands barrages menace ces espèces ainsi que les modes de vie fondés sur la pêche, car ces barrages empêchent la migration des espèces. Et pourtant, la pression va s'accroître sur le Mékong et ses ressources, car regardez les taux de croissance du PIB pour l'année 2013 des différents pays que traverse le Mékong. On le voit, ce sont des économies dynamiques, la région du Mékong est en pleine croissance, ce qui pourrait nuire, on le comprend, à la protection des ressources du fleuve. Et puis il y a aussi la pression démographique, car les populations du Laos, Cambodge, Vietnam, c'est-à-dire les pays qui dépendent le plus du fleuve, devraient s'accroître de près de 14 millions de personnes d'ici 2030. Alors si les problématiques et les risques sont communs aux États de la région, les solutions apportées apparaissent pour le moment, en tout cas, totalement insuffisantes. En 1995 a été créée la Commission du Mékong qui rassemble ces 4 pays riverains,
Elle a pour but, en principe, de promouvoir une gestion durable des ressources du fleuve, mais en fait, elle est paralysée par son manque de moyens et sa faiblesse politique. Et en plus, la Chine n'est pas membre de cette commission, elle refuse de partager ses informations sur ses actions sur le fleuve auprès des pays membres de la commission, que, de toute façon, elle n'a pas l'intention de rejoindre. Alors les États riverains du Mékong ont bien tenté une stratégie de développement du Grand Mékong, mais ils ne parviennent pas à s'entendre pour ce qui est des secteurs énergétiques et hydrauliques. Les hydrostratégies nationales qui ont été mises en place par certains États situés en amont, je pense au Laos et bien entendu à la Chine, représentent un vrai risque d'instabilité dans la région. Car on a tous les ingrédients de malentendus qui peuvent dégénérer, économiques, énergétiques et même pas mal de susceptibilité nationale. Alors vous pouvez lire utilement l'Atlas de l'Asie du Sud-Est, édité chez Autrement en 2014. Cela vous donnera un aperçu assez exhaustif des enjeux régionaux pour les pays riverains du Mékong. Et puis aussi ce très beau livre édité chez Belin, Les fleuves mythiques, où vous retrouverez bien entendu le tracé, des cartes et des photos concernant le Mékong.